Bonsoir à tous. Merci d'être là. Alors, on n'est pas encore très nombreux. Alors, c'est pas grave, on va commencer par faire un petit peu connaissance en attendant que les derniers se connectent. Je vais vous poser une question. Je vois que voilà, Jean-François est connecté. Bienvenue Jean-François. Alors, on va commencer à partager les slides dans quelques secondes. Bienvenue sur ce webinaire. Je m'épuise à être parfait. C'est le thème de la soirée. C'est un thème qui va parler à beaucoup de chefs d'entreprise, d'entrepreneurs, de managers, parce que c'est une situation que beaucoup peuvent vivre. Vouloir être parfait, tout faire et finalement s'y épuiser. C'est la face cachée des super-héros du travail. C'est ça le sujet de ce soir. Alors, je vais juste vous poser la question avant de partager les slides. Si vous m'entendez bien, on va partager un écran. C'est parti. C'est parti. Et je vois que effectivement, on a le retour et on va se mettre en diaporama. Ce soir, je suis tout seul côté technique et côté face caméra. Donc, voilà, on va gérer les deux. On va gérer les deux. Tout va bien se passer. Et voilà, c'est parti. C'est parti. Alors, bienvenue Maïzuna, merci de nous rejoindre. Je vois bien la projection, j'entends bien, super, merci Jean-François. C'est le retour dont j'avais besoin. Bienvenue à Maïzuna, bienvenue sur ce séminaire. Alors, dites-moi, on a encore quelques secondes avant de démarrer le cœur de ce webinaire. Donc, en attendant que les derniers se connectent, je vais vous laisser me dire, si vous voulez bien, quel est votre secteur d'activité, d'où vous venez, de quelle région, est-ce que vous managez une équipe ou pas. Il n'y a pas de problème si vous n'en managez pas, on s'adresse à tout le monde, même si les mots chef d'entreprise et manager vont revenir souvent dans ma bouche ce soir. Je vous invite à me dire ce que vous faites. Est-ce que vous avez déjà managé? Est-ce que vous allez manager? Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous en avez marre? Est-ce que vous êtes fatigué? Dites-moi tout. Ça me permet d'ajuster un petit peu mon discours en fonction de vos réponses et de répondre de manière plus ciblée, plus précise. Voilà. Donc, Maïzuna, je la connais, je sais d'où elle vient, mais ça ne l'empêche pas de répondre afin que tout le monde sache. Et surtout, lorsque vous allez vous adresser dans le chat, mettez bien répondre à tout le monde pour vous assurer que l'ensemble de ceux qui sont là voient vos commentaires. Alors, Jean-François, directeur d'une usine de 45 personnes, belle usine, industrie de transformation des métaux. J'adore ça, j'ai une grande passion pour la fabrication, la production et la métallurgie d'une manière générale. Et moi, vous le découvrirez, j'étais aussi patron d'une fonderie d'aluminium, donc c'est des sujets qui me parlent, c'est un contexte qui me parle, que j'aime bien. Je manage depuis plus de 15 ans. Super, welcome. Et puis Maïzuna, si tu veux bien aussi nous dire et communiquer voilà, aux gens qui sont avec nous dans le chat et qui verront le replay. Alors, je ne suis pas manager, je souhaite le devenir. Effectivement, Maïzuna a un très beau projet professionnel de rentrer dans la cour des managers. Et c'est à ce titre-là qu'on a déjà eu l'occasion d'échanger tous les deux. Alors, on va enchaîner avec quelques chiffres qui vont parler aux chefs d'entreprise, aux managers en devenir où que vous êtes. 4 millions de PME en France, presque 1 million d'immatriculations en 2021, ça grimpe. J'actualise mes slides régulièrement et le chiffre par rapport à 2020 a grimpé. On a 300 000 radiations, ce qui veut dire quand même, si on regarde dans l'autre sens, qu'on a plus de 60% de réussite. Mais il faudra aussi s'interroger sur ceux qui n'y parviennent pas, et on est là justement pour apporter quelques réponses sur un certain nombre de sujets. Ce soir, c'est l'épuisement au travail de ceux qui veulent tout bien faire. Ça peut être une cause aussi d'échec, il y en a plein d'autres. Mais en tout cas, tous ceux qui sont ce soir prêts à découvrir des choses sur les personnalités, sur les styles de management et comprendre peut-être ce qui se passe dans leur vie au quotidien, vous êtes au bon endroit. 35% des entrepreneurs se disent présentent, c'est pas qu'ils se disent, c'est qu'ils présentent au travers des signes qu'ils laissent entendre, qu'ils laissent entrevoir, présentent un risque de burn-out. C'est énorme, c'est beaucoup, ça fait un bond phénoménal l'an dernier, en lien notamment avec le Covid et avec ce sentiment de subir une situation et de pas du tout avoir la main sur les événements, que ce soit sur la situation sanitaire, que ce soit sur
sur les règles appliquées à l'entreprise et sur les conséquences économiques. Donc, ce sentiment d'être impuissant face à quelque chose qui nous échappe a considérablement accru cette situation. Et vous voyez que 10% sont véritablement en danger. C'est une étude de l'Observatoire Amarok, c'est très riche. Allez la consulter, vous verrez, c'est plein d'informations intéressantes. Alors, j'en profite avant de dérouler la suite, de saluer nos dernières personnes qui viennent de nous rejoindre, Camille et Sébastien. Alors, je vous invite, Camille et Sébastien, à préciser dans le chat de quelle région vous venez, quel est votre job, quelle est votre entreprise, votre secteur d'activité, est-ce que vous managez une équipe ou pas. Ce sera intéressant de le partager avec les autres. Et Sébastien, Sébastien qui a décidé de me vous voyer ce soir. Bonsoir, commentaire à moi qui s'adresse à tout le monde, je ne sais pas. En tout cas, Sébastien, je le connais aussi. Sébastien, on fait un petit bout de chemin ensemble. Vous le verrez de plus près, Sébastien, à la fin de ce webinaire. Vous verrez pourquoi. Donc, Sébastien s'adresse à tout le monde. Et oui, Sébastien, c'est bien, Sébastien. Tu participes à l'ambiance du webinaire. Merci. 54% des managers, vous le voyez à l'écran, n'ont jamais demandé à le devenir. Ça, c'est une réalité qu'on croise tous les jours. On accompagne beaucoup de chefs d'entreprise, de managers, et on se rend compte que les gens arrivent à ce poste tout simplement parce qu'ils sont dans l'entreprise. Ils sont souvent des grands experts de leur métier. Ils ont des qualités humaines, des qualités relationnelles, et à un moment donné, on leur propose ce job. Ils ont la capacité d'apprendre aux autres, ils ont la capacité de voir plus loin, etc. Mais finalement, ils acceptent cette mission en général, mais sans jamais avoir été formés véritablement. Et c'est là où, quelquefois, ce job qui paraît une belle opportunité peut se transformer en galère pour certains, en tout cas en parcours du combattant pour d'autres. Sébastien donc, a répondu à tout le monde. Il est commercial. Et parfois, il faut manager son manager. Oui, c'est vrai. Il faut, il faut manager son manager. On l'entend souvent, celle-ci. Il faut avoir en tout cas une relation efficace avec lui. J'en profite pour saluer au passage Frédéric qui nous a rejoint également. Et je vais regarder. Je me permets de m'avancer un petit peu. On a toujours quelques personnes que peut-être je n'ai pas. Alice également et Benoît Buquet. Eh bien, écoutez, on est nombreux ce soir. Ça me fait plaisir. Alors, pour les derniers qui se sont connectés, voilà, je vous invite à nous dire à tous ce que vous faites dans la vie, de quelle région vous venez, de quel secteur d'activité vous travaillez, est-ce que vous managez ou pas. Et si vous ne managez pas, c'est pas un problème, dites-nous si vous avez envie de le faire. Et si vous n'avez pas envie de le faire, dites-le aussi, c'est intéressant. Je vois qui nous a répondu de Haute-Normandie. Alors, Camille Chéron, j'ai eu l'occasion de manager une équipe de 3 personnes actuellement en cours d'entreprise RH. Désolé pour le délai de réponse, il n'y a pas de souci. Camille, bienvenue. Et pour les autres, je vous laisse répondre entre deux. Alors ce soir, comme souvent dans nos webinaires, je vais vous parler des personnalités parce que c'est le fondement de notre personne, de notre fonctionnement. Et c'est vraiment un sujet qui nous tient à cœur et avec lequel on a envie de creuser à chaque fois avec les personnes qu'on accompagne. C'est la clé de tout. Quand on a compris le type de personnalité qu'on a, comment on fonctionne, comment on réagit dans telle ou telle situation, comment on fonctionne par rapport à telle ou telle personne, c'est la clé pour travailler sur soi et décupler notre impact et comprendre comment on réagit, comment on fonctionne de manière optimale dans toutes les situations et avec beaucoup de charge en moins une fois qu'on a compris tout ça. Et la façon dont on fonctionne, elle a un impact sur nous-mêmes. Je vais en parler ce soir, la fatigue, l'épuisement, et également sur l'équipe qui nous entoure. Alors, entre deux, quelques réponses sont arrivées. Responsable industriel Normandie PME en cosmétique pour Frédéric. Sébastien Déret dans la Sarthe, activité d'usinage, prestataire de services. Et Sébastien est dans un job de commercial. Alors, voilà, j'ai balayé un petit peu de votre côté les réponses au fil du moment où elles arrivent. Et je vais vous, pour ceux qui ne me connaissent pas, me présenter en quelques mots. Je viens de l'industrie automobile. J'ai passé plus de 20 ans. J'ai commencé sur des jobs en ingénierie, en gestion de projet, mais j'ai basculé assez rapidement, pardon, sur du management, en fabrication, en production, en maintenance. J'ai fait un petit passage aussi par le domaine des RH et la prévention des risques. Et puis, je suis revenu dans le management avec une fonderie d'aluminium sous pression dont j'avais la responsabilité. Un super job. En tout cas, j'aimais beaucoup les gens avec qui je travaillais. Il y en a beaucoup que j'avais amené
à rentrer dans mon équipe et on avait construit une équipe qui fonctionnait très bien avec des gens avec du potentiel, avec des gens avec qui on avait pu donner l'occasion de, voilà, de prendre des jobs à responsabilité et de grandir et de s'épanouir. Et vraiment, j'aimais beaucoup mon équipe. Sachez néanmoins que j'avais beau aimer mon équipe, il y avait aussi beaucoup d'à côté, beaucoup de choses sur lesquelles finalement, j'étais pas tout à fait en phase. Et j'ai fait avec parce que j'avais accepté le job, ça faisait partie de mon boulot. J'avais pris l'ensemble de la mission, y compris faire des choses qui étaient moins agréables. Mais quand on fait des choses avec lesquelles on n'est pas tout à fait en phase et pas tout à fait en valeur, à un moment donné, ça vous épuise, ça vous use, ça vous demande beaucoup d'énergie. Hein, quand on travaille en accord avec ses valeurs, ça c'est quelque chose qu'on répète souvent, quand on est en accord avec ses valeurs, c'est fluide, c'est naturel, on est bien et on dépense peu d'énergie pour beaucoup de résultats. Quand on doit lutter à l'intérieur de soi contre ses valeurs pour faire des choses, c'est toujours compliqué, c'est toujours une grosse déperdition d'énergie pour un résultat qui au bout n'est pas forcément très très bon. Et c'est comme ça qu'on a des gens qui s'épuisent, c'est un des mécanismes en tout cas. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai fait il y a un peu plus d'un an, voilà, gros coup de fatigue, on peut le dire, un burn-out. Du jour au lendemain, j'avais plus l'énergie pour avancer. J'arrivais pas à remonter la pente. J'ai pris une décision définitive et très tranchée et j'ai quitté ce job. J'ai quitté cette équipe malheureusement que j'aimais, mais j'ai quitté aussi au passage tout un tas de fonctionnements à côté sur tous les périphériques qui eux m'épuisaient. Et grand bien m'en a pris. Je me suis lancé dans un métier de coach. Voilà, je me suis formé à l'école de David Laroche, excellente école, vraiment géniale, avec beaucoup d'apprentissage. Et c'est comme ça que j'ai tracé mon propre chemin et qu'aujourd'hui, j'accompagne des managers et des chefs d'entreprise. Je ne suis pas tout seul, puisqu'en fait, j'ai rejoint, en faisant cela, j'ai rejoint mon épouse qui avait fondé un cabinet de coaching en 2019. Et aujourd'hui, tous les deux, ensemble, on défend un certain nombre de valeurs. Et vous voyez le lien avec ce que je disais précédemment, quand on travaille en accord avec ces valeurs, c'est beaucoup plus facile. Bah, aujourd'hui, on a pu, j'ai envie de dire, mettre tout ce qu'on aimait dans les relations, dans le travail, dans l'ADN de l'entreprise. Et donc, nous, on a pu aujourd'hui avoir le choix de travailler dans l'authenticité, dans le partage avec les gens qu'on accompagne, dans la co-construction. Ça, c'est super important. On vient pas on vient pas chez nos clients pour leur imposer des solutions. On vient construire avec eux la solution qui leur ressemble de façon à ce que eux aussi puissent construire une entreprise dans la durée, avec des fonctionnements, avec des personnes, avec qui ils se sentent bien et avec qui ils ont envie d'avancer et de faire de la performance. On accompagne toujours les gens à atteindre leurs objectifs. Ce ne sont pas les nôtres, ce sont les leurs. Ça, c'est super important parce qu'ils se les approprient et parce que ils avancent petit à petit vers ce qui est important pour eux dans le boulot, dans la vie, quelle que soit l'échelle à laquelle on se situe. Et puis, on va toujours chercher la solution qui est en la personne. C'est la meilleure solution, c'est celle dans laquelle on croit le plus, elle vient de nous. Et nous, on est là pour la faire sortir. Elle est souvent cachée bien au fond. Les gens ont plein de ressources qu'ils ignorent parce qu'ils les ont enfouies sous tout un tas je vais dire, de croyances, en tout cas ils se dévalorisent souvent. Les gens pensent qu'ils sont pas capables de, ça c'est quelque chose qui revient souvent, je ne suis pas capable de, je ne sais pas faire. Mais finalement, au travers de nos accompagnements, les gens se rendent compte qu'ils ont plein de capacités auxquelles ils peuvent se reconnecter et pour s'éclater et s'épanouir dans leur travail. Alors ce soir déjà, vous êtes là, vous êtes inscrit, vous aurez droit aux slides à la fin, vous les recevrez dans quelques jours. Je vous invite à couper tout ce qui peut vous perturber, les petits pop-up qui apparaissent sur votre téléphone. Essayez de vous isoler, être tranquille, prenez des notes et évitez d'être perturbé toutes les minutes. Ce sera plus profitable pour vous. Alors, si vous vous posez la question, qu'est-ce que je fais là? Parce que peut-être que vous ne savez pas trop à quoi vous attendre. Alors, j'ai envie de vous dire que si vous êtes une personne forte, puissante, capable d'accomplir plein de choses tous les jours, 1000 choses en général, je dis, mais néanmoins, on a tous une limite. Et à un moment donné, il y a des situations qui peuvent vous mettre en colère et qui vont vous faire perdre votre imperturbable concentration. Si vous êtes de ceux-là, welcome. Si vous ressentez de la fatigue chronique, les gens qui, à un moment donné, bon, être fatigué une journée, ça arrive, on a une grosse journée, le lendemain, on a du mal. Quand ça devient chronique, quand ça dure sur plusieurs semaines, je l'ai vécu, et qu'on n'arrive pas à récupérer, malgré le sommeil, qu'on n'arrive pas à récupérer un niveau d'énergie correct, c'est un signe. C'est un signe qu'il faut entendre. Si vous êtes du genre à vous mettre en colère très facilement lorsqu'on vous fait une remarque sur votre travail,
hein. Il y a plein de sujets sur lesquels vous restez imperturbable, mais quand on vous parle de la qualité de votre travail pour vous dire que c'était pas terrible, si ça vous met en colère, alors vous êtes de la personnalité de ceux dont on va parler ce soir. Si vous avez aussi pour habitude de jouer les amortisseurs entre toutes les sollicitations qui risquent d'atteindre votre équipe et vous voulez filtrer, vous voulez protéger votre personnel, votre équipe, vous voulez leur éviter les émotions trop fortes, la charge de travail trop forte, le stress, l'urgence, bah, c'est bien, ça part d'une bonne intention, mais du coup, c'est vous qui encaissez tout. Et ça peut être compliqué. Et du coup, vous êtes souvent à cran. Et puis, le signe que j'adore, et j'en parle en connaissance de cause, j'en ai fait partie, j'en fais sans doute encore partie à chaque fois que si on vous pose la question, est-ce que ça va? Et que vous dites toujours oui, ça va, quelles que soient les circonstances, quel que soit votre réel niveau de fatigue, d'énervement, d'épuisement, d'agacement, alors c'est un signe, là encore, que vous êtes bienvenu ce soir et on va parler de vous. On va parler de vous. Dites-moi tout. Est-ce que vous êtes toujours là? Je ne vous ai pas perdu. Faites-moi des signes, des petits coucous dans le chat. Dites-moi que vous êtes encore là et que je peux continuer. Ouais, super. Présent. Jean-François est présent. Alors, Benoît Buquet s'est pas exprimé ou alors je ne l'ai pas vu. Si Benoît, tu peux nous dire aujourd'hui ce que tu fais. J'ai peut-être raté ta réponse, hein, Benoît, désolé. Mais n'hésitez pas à nous dire, Benoît Buquet, toujours présent. Allez, tu pourras nous dire dans le chat, et toujours présente et attentif. Camille, merci. Allez, on attaque dans le cœur du sujet. Petit visuel qu'on adore, avec cette personne qui porte sur le poids de ses épaules, dans son sac à dos symbolique, tout son passé, tout ce qu'elle traîne depuis des années, et avec laquelle elle a du mal à vivre, mais dont elle ne veut pas se débarrasser. Alors un jour, il faut se poser la question, est-ce que vous voulez véritablement avancer? Et si oui, il va falloir envisager de laisser tout ça derrière vous. Vous n'imaginez pas le poids en moins que vous allez sentir si vous acceptez de tourner quelques pages du passé. Ça, c'est ce qu'on va découvrir ce soir sur le comment faire. Alors, pour vous situer, ça va vous permettre, Alice est avec nous, tant mieux, ça va vous permettre de vous situer, petite échelle qu'on utilise très souvent aussi, l'échelle sur le niveau d'énergie. Vous voyez, on est chef d'entreprise, on est manager, on bosse beaucoup, on a beaucoup de responsabilités, on court toute la journée. Et donc, on a de la fatigue, du doute, du stress, mais j'ai envie de dire, on estime qu'on a encore les piles au vert. Malgré tout, un petit peu de stress de temps en temps, ça fait du bien. Le stress, c'est une réaction assez positive de l'organisme à un certain nombre de stimulations extérieures qui, à petite dose et petite fréquence, nous permet d'aller chercher le meilleur de nous-mêmes. Le stress, c'est ce qui va nous faire mobiliser toute notre énergie, toute notre attention et nous rendre focus sur un sujet pour le réussir avec toutes nos capacités engagées. Donc le stress, petite dose, tout va bien, on est dans le vert. Là où ça commence à être un peu inquiétant, c'est finalement si on se sent avec les nerfs à fleur de peau régulièrement, tous les jours, irritable, agacé, on a du mal à être détendu et à sourire et on a envie d'envoyer balader un peu les gens qui viennent nous voir trop souvent, très facilement. Alors ça, c'est un signe. Alors, Sébastien nous dit tout. Sébastien, il était dans le orange, il est revenu dans le vert. Super, merci Sébastien. Le orange, vous voyez, le niveau d'énergie baisse et là, on a plus de mal à consacrer de l'énergie aux autres. On n'a pas forcément envie de les voir. On porte de la tristesse plus profonde et plus longue dans la durée. On est moins motivé et certains à ce stade peuvent penser à prendre des médicaments, des vitamines, des choses pour dormir, des petits anxiolytiques, peu importe. Mais en tout cas, on a besoin d'aide. Ça, c'est un signe aussi et ça ne peut pas tenir dans la durée. Et puis, j'ai même envie de dire, ça peut pas tenir tout court. Il faut trouver d'autres solutions. Et puis, dernier cran, on n'a plus envie de rien. On a de la perte de sens. On sait plus trop pourquoi on s'est lancé dans cette aventure managériale ou entrepreneuriale. Et on en arrive à perdre le sommeil. Voilà, vous allez pouvoir vous situer là-dessus. Vous pouvez l'exprimer, vous pouvez le garder pour vous. On se dit tout et on se dit aussi uniquement ce qu'on veut bien se dire. Donc, ceux qui ne veulent rien dire ne disent rien. Se coucher avant minuit, le reste peut attendre. Oui, se coucher avant minuit, c'est un bon principe. Ça fait des nuits qui sont déjà assez courtes. Alors, deuxième échelle, pardon, l'échelle du stress qu'on utilise souvent. Vous pouvez vous situer sur un niveau de 1 à 8, 1 étant le petit stress dont je parlais tout à l'heure, le petit coup de stress positif, le petit trac du musicien qui monte sur scène, ce petit stress qui vous permet de mobiliser votre énergie et que vous voyez au cran numéro 2.
des premières apparitions d'inquiétude, légère panique face à certaines situations qu'on n'est pas sûr de maîtriser, en tout cas sur lesquelles on ne se sent pas avoir les moyens d'agir. Et puis, plus ça progresse, vous voyez, on va jusqu'au niveau 8, avec des échelles de plus en plus sérieuses, avec des manifestations de plus en plus intenses au niveau corporel, avec de la fatigue, des douleurs, des maux de tête, avec également des signes émotionnels, l'angoisse, de la tension, de l'inquiétude permanente, de l'agressivité pour certains, l'impression d'être isolé, vous voyez, plus on avance et plus on va vers une situation très compliquée. Quand on est au stade 7 ou 8, c'est l'urgence médicale. Et pour ne pas arriver là, il faut prendre conscience, lorsque vous n'êtes plus au niveau 1, et commencer à réfléchir à votre façon de faire, votre façon d'être, et prendre les mesures qui s'imposent. Hein, on oscille fréquemment entre le 1 et le 4, dès lors qu'on sait revenir au 1 et au 2 assez facilement, au travers du sport, au travers de vos activités diverses qui peuvent vous détendre, le yoga, la méditation, la marche, la lecture, le cinéma, peu importe. Du moment que vous arrivez à trouver des activités qui vous détendent et que vous arrivez à trouver le temps pour les faire et que vous arrivez à redescendre au niveau 1, niveau 2, tout va bien. Lorsqu'on est coincé en permanence au niveau 4, 5, 6, c'est inquiétant. Hein. C'est que petit à petit, si on ne fait rien, on va avancer vers les niveaux 7, 8. Voilà, ça vous permet de vous situer. Frédéric nous dit le week-end est bien. Oui, c'est vrai, mais ça veut dire qu'il faut quand même avoir l'endurance pour tenir 5 jours et que les 5 journées qui s'enchaînent sont parfois longues. Et si on peut envisager des choses qui vous permettent de faire que chaque journée de la semaine est sympa à vivre, c'est aussi une belle perspective. Et je vois que Sébastien lui dit il est monté carrément au niveau 6. 6, 6, 6, et qu'il est redevenu, il est revenu là. Bien, Sébastien. Alors, le petit visuel classique sur l'arbre des causes, des croyances, tout ce que je viens de vous dire, les mots de tête, les mots émotionnels, les mots mentaux, la charge mentale consommée, le stress, le doute, les douleurs physiques, tout ça, ce sont les symptômes, c'est ce qu'il y a à la périphérie de l'arbre, ce sont les feuilles que l'on voit et qui dessinent l'arbre de loin, ce sont les symptômes visibles. Derrière ces symptômes-là, il y a des émotions. On ressent tous des émotions, ça fait partie de notre être. Nous sommes de nature animale. Les émotions, c'est naturel, c'est normal d'en ressentir. Même si certains prétendent qu'au boulot, ça n'a rien à y faire, c'est une grande bêtise que ce discours-là. Les émotions font partie de ce qu'on ressent, pardon. Il faut savoir les écouter, les interpréter et en tenir compte dans notre comportement. Il y en a 3 qui peuvent avoir un grand impact sur tous ces symptômes, la peur, la tristesse, la colère. Ça va alimenter les maux physiques du dessus. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ces émotions? C'est alimenté par des événements de notre vie qui viennent construire notre personnalité petit à petit, et notamment dans l'enfance beaucoup, dans l'adolescence un peu, et certaines expériences adultes aussi traumatisantes viennent enrichir ça, l'enrichir pas forcément dans le bon sens du terme d'ailleurs. Et donc, à l'origine de tout cela, dans notre petite enfance, entre 2 et 6 ans, on rencontre les 5 blessures typiques, l'abandon, le rejet, la trahison, l'humiliation et l'injustice. Il y a plein de situations qu'on va croiser dans notre vie d'enfant où on se sent dans cette situation-là, où on perçoit une situation particulièrement injuste, blessante, etc. Et ça va venir nous marquer à vie. Parce que lorsqu'on est dans la petite enfance, on a un cerveau qui est une vraie éponge à savoir, on vient apprendre tout un tas de choses, y compris des comportements réflexes. Et lorsque, face à une situation stressante, humiliante, inquiétante, qui nous a fait peur, on a réagi pour une première fois d'une certaine façon, le cerveau va en faire un apprentissage. Il va se dire, dans ce genre de situation, c'est le comportement qu'il faut adopter. Et tout au long de votre vie, le cerveau, une fois qu'il a créé le chemin, il va réemprunter en permanence ce chemin-là. Et face à une situation qui vous rappelle la situation traumatisante d'origine, va vous remettre dans le même schéma. Voilà. Et je vais vous donner un exemple très clair, très simple. Vous avez un enfant qui, à un moment donné, face à un parent qui va se mettre en colère violemment contre lui, il va avoir peur. Ça va faire des personnes qui, toute leur vie, dès lors qu'elles entendent une conversation où il y a un ton de voix qui commence à monter, et ça arrive au boulot, ça arrive qu'on râle contre un client, contre un collaborateur, ça arrive, c'est pas une bonne chose, mais ça arrive. Ces personnes-là, dès qu'elles sentent le ton qui monte, elles vont se voir inconsciemment revivre la scène de l'enfant face à ce parent très en colère qu'elles ont craint, et donc elles vont avoir retrouvé
ce sentiment de peur et elles vont se replier. Et ce sont des personnes qui auront toujours du mal avec le conflit tant qu'elles n'auront pas compris ce cheminement-là et tant qu'elles n'auront pas trouvé une stratégie pour faire autrement. Et ça explique pourquoi certaines personnes sont toujours mal à l'aise avec le conflit ou avec les situations voilà, où il y en a qui commencent à parler fort, à gueuler, et ça va les bloquer. Mais la raison profonde, elle est là. Je vois Frédéric qui dit, ça me rappelle un autre webinaire. Oui, c'est vrai que ce schéma-là, il explique tout notre comportement dans la vie et pas seulement au boulot. Moi, je l'aborde ce soir sous l'angle professionnel, comme à chaque fois, mais vous pouvez expliquer beaucoup de choses dans votre vie particulière, de particulier, d'individu avec ça. Et ça explique plein de situations dans les relations familiales avec vos parents, vos enfants, vos amis, dans les situations de disputes, de colère, et dans les situations de joie aussi. Hein. Ça marche dans tous les sens, ça explique beaucoup de choses, et c'est pour ça qu'on l'utilise en permanence, ce schéma-là. Et là, je vous ai parlé des 5 blessures. Elles induisent 5 comportements, 5 types de personnalités. Alors, il n'y a pas de jugement derrière ces noms-là. Tout cela est inspiré de Lise Bourbeau, une Canadienne qu'on adore, avec qui on était formés sur ce sujet. Et donc, vous voyez une blessure de rejet. Un enfant qui se sera senti rejeté par son parent va développer ce type de personnalité et va avoir tendance à fuir lui aussi les situations de conflit pour ne pas se sentir rejeté à nouveau. Et vous voyez, chaque blessure engendre un type de personnalité différent. On n'est pas là pour mettre les gens dans des cases, on est là pour essayer de comprendre et d'expliquer. Notre personnalité, elle n'est pas unique, il n'y a pas 5 types de personnalités dans le monde. Elles sont toutes uniques, elles sont toutes complexes et elles ont plusieurs composantes. Et on peut avoir un joyeux mélange de toutes ces blessures à des degrés divers, et c'est ça qui fait qu'on a tous des personnalités différentes. Voilà, il y a des gens qui ont principalement une blessure de rejet, un petit peu d'abandon. Euh, Généralement, on croise quand même de notre vie d'enfant et de jeune adulte à peu près 4 sur 5 de ces blessures à des degrés divers. Il n'y a que l'humiliation qui est un petit peu pas tout, qui n'est pas systématique. Voilà. Mais il y en a qui marchent de pair. Il y en a 2 sur lesquelles je vais m'apesantir parce qu'elles ont un impact fort sur nos personnalités de manager. C'est les 2 dernières, l'injustice et la trahison. L'injustice qui va engendrer des personnalités dites rigides. Je dis bien dites rigides. C'est pas un gros mot, c'est pas une insulte, c'est pas un dénigrement de ceux qui sont comme ça. D'ailleurs, moi, je suis dans cette case-là, donc je l'assume et je peux en parler librement. Et puis la trahison qui va impliquer des personnalités plutôt contrôlantes. Et ce soir, vous allez comprendre, vous allez peut-être vous reconnaître dans la catégorie des rigides parce que c'est ce type de personnalité qui va faire des gens accros au boulot et des perfectionnistes qui sont prêts à beaucoup de sacrifices pour faire bien leur travail et faire bien tout court. Et vous allez comprendre pourquoi. Est-ce que jusque-là, tout va bien? Vous me suivez? Alors, certains ne s'attendaient peut-être pas à ce qu'on rentre sur ce volet-là. Je m'adresse aux managers, aux chefs d'entreprise, mais oui, la clé de la compréhension est là pour nous et c'est quelque chose qu'on repère chez beaucoup de monde. Et ces 2 dernières, je dirais, types de personnalités se marient très bien avec le job de manager. Hein. C'est absolument pas un problème d'avoir une personnalité rigide ou contrôlante parce qu'à dose modérée, ça donne plein de belles capacités et de belles qualités pour emmener une équipe. Vous allez comprendre pourquoi. Là où ça devient problématique, c'est quand on est dans l'excès et que ça drive toute votre vie en permanence et que ça va, à un moment donné, vous nuire par excès. Et voilà. Et loin de moi l'idée de vous dire les rigides, c'est pas bien. Les rigides, ce sont des qualités qui résolvent plein de problèmes. Le tout, c'est de savoir aussi de temps en temps en sortir, se dire, avoir une petite alerte, là, un petit Jiminy Cricket qui vous dit, oh là là, tu es en train de partir à fond dans ton mode rigide, là, calme-toi, essaie de voir les choses autrement et tout va bien se passer. Alors, ces personnalités hein, nous font porter des croyances et le rigide, lui, il va penser que les gens autour de lui sont trop sensibles. Et c'est assez ironique, vous allez comprendre pourquoi juste après. Et il pense aussi que les gens doivent penser du bien de lui, c'est ça qui le fait rendre perfectionniste. Il est très soucieux de, en permanence, s'assurer qu'il est parfait et qu'il rend une image parfaite autour de lui.
Alors, comment en êtes-vous par rapport à toutes ces croyances? Bah, vous pouvez vous interroger, hein, s'il y a des choses qui résonnent en vous. Je vais vous remettre juste une seconde le slide. Vous pouvez lire toutes les personnalités. Peut-être que vous ne serez pas dans une catégorie à laquelle je m'adresse ce soir, mais vous allez vous reconnaître dans une autre avec toutes ces croyances. Quelque chose de grave va arriver, les autres sont là pour m'avoir. Je suis seul, abandonné. Ça, c'est des choses qu'on peut ressentir souvent, hein. Quand on est chef d'entreprise, à un moment donné, on se sent face seul aux difficultés avec pas grand monde pour nous aider autour de nous. Quelque chose doit changer en moi pour être OK. Ça, c'est des gens qui font des formations toute leur vie, qui en permanence pensent qu'ils sont pas au niveau, qu'ils sont pas capables et qui vont en permanence essayer d'acquérir des compétences pour tenir leur job. Je ne mérite pas, je dois être parfait. Ça aussi, c'est des choses qu'on retrouve souvent dans d'autres types de jobs d'ailleurs. C'est assez marrant, mais en fonction des responsabilités, on trouve des pourcentages, enfin, en tout cas des tendances où on a plus tel ou tel type de personnalité. Alors, je reviens, maintenant que vous êtes reconnus ou pas, sur les personnes dites rigides, et je vais vous dire quelques mots à ce sujet-là, et je me parle à moi-même quand je vous parle ce soir. C'est quoi l'origine? Bah, c'est une expérience d'injustice, hein, je vous disais, subie dans l'enfance, avant 6 ans, avec le parent du même sexe. Ça, c'est important. On ne développe pas les mêmes blessures par rapport à tous nos parents. Ça vous permet cette indication peut-être de comprendre quelle est la blessure d'origine. Et je vous disais, on a vécu une fois une situation traumatisante, on a créé une réaction et c'est parti. Là, on a activé la blessure, on l'a créée. Et après, tout au long de notre vie, on va retrouver des situations similaires qui vont réappuyer dessus et nous faire mal et nous faire endosser notre personnalité en fait correspondante à cette blessure pour mieux s'en prémunir. Et donc, comme le petit garçon ou la petite fille a ressenti une situation très injuste envers lui ou envers d'autres, il a envie de se prémunir de ça. Il veut pas revivre ça. Il a vécu une situation avec un sentiment qui est une situation qui manquait d'impartialité, qui manquait d'équité, que certains n'ont pas été traités comme les autres. Et ça induit en lui un besoin irrépressible de se sentir désormais juste avec tout le monde, en toutes circonstances. Alors, l'exemple parfait de ce genre de blessure, hein, c'est si on a deux enfants, deux frères, ou deux frères, un frère, une sœur, et puis qu'il y a manifestement une différence de traitement entre les deux. Hein, il y en a un qui estime que son frère a toujours eu plus que lui, ou qui est dans une situation où il n'a pas eu ce que lui méritait de penser, méritait avoir. Et ça peut activer ce genre de choses. Ça peut être sur un tout petit détail. Vous n'imaginez pas comment une toute petite bricole de la vie courante peut créer ce genre de situation. Et avec les adultes auxquels on parle aujourd'hui, souvent ils nous disent non mais c'était rien, c'était un truc de gosse, je m'en fous, c'est pas ça qui m'a marqué, je suis passé bien au-dessus, j'ai digéré tout ça. Bah, si la personne est capable de vous en parler 30 ou 40 ans plus tard, c'est qu'au fond, c'était pas complètement digéré et c'était pas complètement anodin. Et à la taille d'un enfant voilà, qui idéalise ses parents et le monde des adultes d'une manière générale et qui n'imagine pas que les adultes puissent dire des bêtises, ça peut être très marquant et parfois c'est juste pour vraiment une toute petite chose du quotidien. Voilà. Moi l'exemple qui me revient des situations voilà, où j'avais l'impression d'avoir fait l'objet d'un traitement injuste, voilà, c'est de pas avoir pu choisir la couleur d'un cadeau. Voilà. Je vais vous donner un exemple très personnel vécu. Voilà, ma grand-mère décide de nous offrir des vélos à moi et mon frère, mon grand frère. J'ai pas pu choisir les couleurs, c'est mon père qui a décidé pour moi et j'étais pas d'accord avec ce choix-là, mais j'avais pas eu mon mot à dire. Je trouvais ça injuste de pas pouvoir aller jusqu'au bout de la démarche. Vous voyez, c'est pour vous dire que parfois c'est vraiment des détails futiles. Des fois c'est beaucoup plus profond et plus grave que ça aussi, hein, mais ça peut être des tout petits détails, mais ça vous arrive une fois, deux fois, trois fois, et ça vous marque pour la vie. Ce qui peut vous marquer, c'est soit la répétition, soit le fait que ce soit très intense émotionnellement. Si vous voyez une dispute entre vos parents, vous voyez un comportement injuste entre votre père et votre mère, mais vous avez peur pour l'un ou l'autre, eh bien ça, comme c'est émotionnellement très fort, ça peut vous marquer pour la vie, même si c'est arrivé qu'une fois. Et donc notre cher rigide, une fois qu'il a été marqué par cette blessure, comment on le reconnaît? Figurez-vous que ça va jusqu'à l'apparence physique parce que cette raideur, cette justice qu'on se met dans l'esprit
on va l'appliquer à notre façon de nous tenir. Ce sont des gens souvent qui se tiennent très droit, les épaules carrées, droites, pour être le plus parfait possible. C'est des gens qui ont plutôt peur de prendre du poids. Ils veulent rester parfaits. Et ce sont des gens qui ont des gestes certes dynamiques, mais un peu raides quand même. Vous voyez comment je parle, des gens avec la mâchoire serrée, le cou raide, des jambes droites. Voilà, ce sont des signes, ça vous paraît fou, mais notre posture et notre physique est influencée par ce qui se passe là-haut et par ce qui se passe là-haut tout petit. Comment on les reconnaît dans leur comportement? Ils cherchent la justice et la justesse en permanence. Donc, comment ils font? Ils vont fixer un cadre très strict pour eux-mêmes et pour les autres. C'est un bon exemple de en quoi c'est une qualité pour être un manager. Hein. Être un manager, c'est savoir donner du cadre, des objectifs, être exigeant avec tout le monde, ne pas admettre que l'un sorte du cadre, ne pas admettre que certains ne soient pas dans les mêmes objectifs, etc. Donc, ce sont des personnes très rigides sur le cadre, et à commencer par elles-mêmes. Ce sont des gens qui sont très travailleurs parce qu'une fois qu'ils ont défini qu'il fallait faire tout ce boulot, ils vont le faire. Et même s'ils doivent s'épuiser la tâche pour ça, et vous commencez à faire le lien avec le sujet de ce webinaire. Hein. J'espère que là, vous commencez à vous dire, ah oui, c'est peut-être ça une des raisons pour laquelle je m'épuise moi-même à la tâche. On veut être très performant parce qu'on a fixé un objectif loin et on ne veut pas ne pas l'atteindre. Et ce sont des perfectionnistes dans toutes les situations, ils veulent tout faire et tout faire bien. Donc, ils vont aller chercher le détail et remettre l'ouvrage 10 fois sur la table pour que ce soit bien fait, pour le client, pour le service à qui on doit le donner, etc. Euh, Au travers de ça, ils cherchent aussi à mériter la reconnaissance et la rétribution, hein, parce comment ce serait injuste que de ne pas être payé à la bonne hauteur du service qu'on a réalisé. Donc, ce sont des gens très exigeants sur tous les termes et ils pensent, ces gens-là, qu'on les aime pour ce qu'ils font. Ce sont des gens qui existent à faire de ce qu'ils font, pas de ce qu'ils sont. Et donc, ils veulent tout faire. Ça s'applique à tous les domaines de la vie. Hein. Ça s'applique aussi à la vie personnelle, hein. Pas seulement au boulot. Euh, Ce sont des gens aussi qui sont capables dans la vie personnelle, après leur journée de travail, de vouloir tout faire à la maison, de s'occuper de tout, des enfants, des devoirs, de la cuisine, de ranger, de faire la vaisselle, de faire du repassage pour que ce soit bien rangé et carré avant de recommencer une nouvelle journée. Ce sont des gens qui travaillent beaucoup, tout le temps. Peut-être qu'il y en a qui se reconnaissent déjà. Si vous vous reconnaissez et que vous n'avez pas honte de l'avouer, dites-le, mettez-moi un petit signe dans le chat. Et si c'est pas OK pour vous, bah, le faites pas. Alors, les impacts, il y en a 5 des impacts sur la personne, je vous l'ai dit, sur la personne et son style de management. Le premier, c'est l'épuisement. Forcément, ce sont des personnes qui courent tout le temps, toute la journée pour que tout soit parfait. Ils vont s'épuiser à la tâche pour être parfaits et mériter leur dû. Ils ont du mal à lâcher prise. Ils ne vont pas laisser de... Frédéric, il me dit, c'est pas faux, mais je me suis fortement amélioré. Très bien, Frédéric. C'est bien. On progresse tous, on prend conscience des choses et on avance. Heureusement, on évolue. Et oui, mais ce genre de webinaire est fait pour ça. J'espère que ça vous permet aussi de réfléchir à tous et de prendre conscience de certains fonctionnements. Donc, les rigides, ils ont du mal à lâcher prise et à se laisser aller et ne rien faire. Parce qu'en fait, au fond de leur tête, il y a toujours des choses à faire. Et se dire qu'on ne fait rien, c'est laisser des choses pas terminées, imparfaites sur le côté, sur le bord de la route, et ça, c'est pas possible. Donc, ce sont des gens qui sont toujours dans l'action, par sens du devoir, et finalement, s'amuser ou se détendre, bah, ils ont du mal parce qu'ils se sentent coupables de ne pas travailler et de laisser des choses sur le côté. Forcément, ce sont des gens qui ont du mal à connaître et reconnaître et respecter leurs limites, puisque ce qui compte pour eux avant tout, c'est de finir le boulot et de le faire bien. Peu importe qu'ils soient fatigués, épuisés, ils vont y aller. Donc, c'est en cela que ça fait des candidats parfaits au burn-out. J'ai vécu cette expérience. Voilà. On veut être bon sur tous les tableaux, au travail, à la maison, et à un moment donné, bah, le corps, il vous dit stop, hein. Si vous n'êtes pas à l'écoute de vos limites, votre corps, lui, il les connaît. Et à un moment donné, il va se rappeler à vous. Sébastien nous dit la discussion ne se met pas à jour. Alors, je ne sais pas exactement. Il y a peut-être un souci sur le serveur pour certains. Donc, premier impact négatif de ce type de personnalité, l'épuisement. Yes. Impact numéro 2, la colère. Pourquoi la colère? Parce que ils n'aiment pas renvoyer une mauvaise image d'eux, ils veulent renvoyer l'image de quelqu'un de parfait. Donc, quand une personne leur dit
ce que tu as fait, c'était pas terrible ou c'était pas parfait, bah, ça les pique, ça les met en colère. Et la réaction, ça va être de dire, qu'eux, ils ont fait au mieux avec les moyens et le temps qu'ils avaient. Mais au fond, ça les pique quand même. Pourquoi? C'est pas tellement contre la personne qu'ils sont en colère, c'est comme ça qu'elles s'expriment, mais ils se mettent en colère surtout contre eux-mêmes. Ils se mettent en colère contre eux-mêmes parce qu'ils ont pas bien fait et ils l'ont pas vu, ils l'ont laissé passer. Donc 2 bonnes raisons de s'en vouloir et finalement, ils voilà, le ton va monter, mais c'est surtout contre eux. Donc ça ne va faire qu'amplifier les choses. C'est-à-dire que, ils vont vouloir, recommencer la fois d'après, ils vont être encore plus exigeants et ils vont veiller encore plus à faire parfaitement. C'est un espèce de piège et de boucle infernale. Alors les rigides, je vous ai dit, ne sont pas à l'écoute de leur corps et d'une manière générale, ils ne sont pas à l'écoute de leurs sensations, de leurs ressentis. Ça ne veut pas dire qu'ils en ont pas. Je vous ai dit tout à l'heure, ils ont une croyance qui est, les gens sont trop sensibles. Ah oui, ils sont trop sensibles parce qu'on a fixé un cadre et ils ont du mal à admettre que les gens n'arrivent pas à le tenir, qu'ils trouvent la charge trop dure, et cetera. Donc ça les énerve. Mais au fond, ce sont des très grands sensibles. Mais ce sont des gens qui se sont coupés de leurs émotions. Et c'est quelque chose qu'on rencontre beaucoup hein, chez les hommes. On a tous une éducation masculine forte. On nous dit on pleure pas, t'es pas une fille. On est dit souvent ça hein, quand on est un petit garçon et qu'on a envie de pleurer, quand on est encore à l'âge où on a envie de pleurer, quand on est face à une douleur ou une déception forte, une émotion forte. On nous dit mais non, mais tu pleures pas, c'est les filles qui pleurent, les hommes ça pleure pas. Et on nous dira ça toute notre vie. Et on finit par le croire et on finit par le faire. On finit par le faire et donc on finit par se couper de ce qu'on ressent. Et quand on se coupe de ce qu'on ressent, on se coupe aussi bien du négatif que du positif. Et quand on se coupe de ce qu'on ressent, on n'est plus capable de s'enthousiasmer autant qu'avant face à une réussite, face à une victoire, face à une situation qui est drôle, face à une situation qui est plaisante, face à une situation qui est conviviale. Et donc finalement, ça nous fait paraître pour des personnes froides et distantes, puisqu'on a du mal à s'enthousiasmer pour une rencontre, pour des relations, pour quelque chose que les autres vont trouver positif et matière à se réjouir. Et donc, ce sont des gens qui ne le sont pas, mais qui le paraissent. Voilà, moi, mon épouse me dit toujours que lorsqu'elle m'a connu, elle trouvait que, elle, comme tous les autres, que de loin j'étais un iceberg. Alors elle a su voir, je reprends ces mots à elle, le feu qui brûlait sous la glace. Mais elle m'a dit d'aspect de loin, je paraissais pour quelqu'un de très froid et distant. J'ai même un chef qui me l'a dit. Je le remercierai jamais assez de me l'avoir dit parce que j'avais besoin de ça pour avancer moi aussi. Lorsqu'il m'a dit tu as des capacités, tu peux évoluer, mais il va falloir songer à te rendre un petit peu plus sympathique. Et il m'a dit, je me souviens de ces mots. Tu donnes pas envie de venir te taper sur l'épaule, quoi, parce que les gens peut-être craignaient ma réaction. Donc voilà. Et donc c'est aussi pour cette raison que ce sont des gens qui vont toujours répondre oui quand on leur pose la question est-ce que ça va? Parce que dire ça va pas, ils connaissent pas ça. C'est pas qu'ils ont pas, c'est pas qu'ils sentent que ça va pas, qu'ils veulent pas répondre, c'est qu'ils sont même pas connectés au fait que ça va pas. Ils vont pas écouter qu'ils sont fatigués, qu'ils ont mal au dos, qu'ils ont mal au ventre, qu'ils sont stressés, qu'ils n'en peuvent plus. Non, ils vont toujours dire ça va, relever les manches et foncer au boulot. Le risque donc de tout ça, c'est quand même d'avoir du mal à nouer des relations chaleureuses, humaines, sincères. Je vous ai donné mon propre exemple, mais comme on a du mal à être connecté à ce qu'on ressent dans le négatif comme dans le positif, on a du mal à paraître humain. Et c'est pas qu'on ne l'est pas, hein, au fond on l'est, hein, mais on a du mal à le laisser transparaître et le communiquer aux autres. Et puis c'est vrai aussi face aux déceptions. Je vous ai dit, c'est des gens qu'on a éduqués à pas ressentir quand ça allait pas bien. Donc même quand ils sont déçus par quelque chose, ils vont le cacher ce qui freine aussi la véritable communication, parce que c'est des gens qu'on a du mal à cerner. On ne sait pas vraiment ce qu'ils pensent, puisqu'ils disent jamais ce qu'ils pensent et ce qu'ils ressentent. Donc, c'est compliqué pour une équipe hein, de suivre son patron, son manager, lorsqu'on ne sait jamais quelle est sa véritable humeur, sa véritable énergie du jour. On aimerait avoir un patron qui de temps en temps vous dit bah, moi ça va pas aujourd'hui et qu'on aurait envie de soutenir. Mais si vous le dites pas, c'est compliqué de le soutenir. Donc, difficulté au global quand même à nouer des relations voilà, complètement libres et sincères et transparentes avec l'équipe qui nous entoure. Et ça, c'est pas des sujets qu'on parle dans les entreprises. Hein. Lorsqu'on vous parle de management, on vous parle jamais de ça. On ne vous parle jamais de votre façon d'être et de vos blessures d'enfance et de votre personnalité et de vous expliquer que c'est un frein aux relations et à la motivation de l'équipe. Jamais on va vous le dire. Mais c'en est un, véritable.
comme on veut être parfait, on ne va jamais demander d'aide. Demander de l'aide, c'est reconnaître qu'on est au bout de ses capacités, qu'on n'a plus le temps, plus l'énergie ou qu'on ne sait pas faire. Dans tous les cas, c'est renvoyer une image de nous qui ne correspond pas à ce qu'on entretient d'habitude. Donc, on ne le fait pas. Donc, on n'ose pas demander de l'aide. Et comme je vous disais tout à l'heure, comment aider une personne qui ne demande jamais de l'aide? On va craindre sa réaction, on peut dire, elle va la prendre mal, et puis peut-être que c'est pas ça le problème, donc on n'ose pas y aller. Et, et pourtant, il y a une croyance, voilà, c'est pas que c'est pourtant, hein, la racine, c'est cette croyance, les gens doivent penser du bien de moi. Donc, on va s'imaginer que dire, bah, écoute, là, sur ce dossier-là, j'ai pas le temps, j'ai besoin d'aide, je sais pas faire, que c'est mal et que ça va nuire à notre image de perfection. En fait, voilà, alors qu'en fait, se rendre parfois imparfait, vulnérable, euh, bah, ça nous rend aussi beaucoup plus humains et ça pourrait nous servir beaucoup plus que, en fait, nous desservir. Ça va pas nous desservir. Ça, c'est une croyance, hein, c'est juste une perception qu'on a des relations avec les autres. Mais, mais finalement, la véritable clé, c'est d'oser demander de l'aide quand on en a besoin. La dernière difficulté à communiquer, pourquoi? Au-delà de ces relations que j'ai pu parler qui étaient difficiles à nouer, et cetera, et de cette image qu'on veut entretenir, lorsque on veut s'exprimer sur un sujet, on peut être bloqué par la peur de mal dire les choses, la peur d'être pas clair, la peur de taper à côté du problème, la peur de blesser les gens parce qu'on les dit de manière, on leur dit des choses de manière maladroite ou pas au bon moment. Donc finalement, par peur de ne pas être parfait dans notre communication, on ne va pas communiquer du tout. Mais pour autant, les gens qui sont en face, votre équipe, vos interlocuteurs, ils aimeraient bien que vous communiquiez un petit peu. Et il vaut mieux dire les choses de manière maladroite et peut-être s'en excuser et revenir dessus, mais en tout cas ouvrir un dialogue que de rester bloqué et de ne rien dire. Je vous disais aussi, aller sur ce terrain-là, de parler avec les gens sur ce qu'ils ressentent ou sur des choses, sur un terrain très incertain qui est le terrain des relations humaines et qui fait peur à ces grands rigides parce que c'est pas de la science exacte, c'est une matière molle, les relations humaines. C'est aussi quelque chose qui les amènerait à avouer finalement leur sensibilité et montrer leur part de vulnérabilité, d'humanité. Et ça, c'est quelque chose qui leur fait peur finalement. Au fond, ce sont aussi des gens qui ne sont pas forcément conscients de leur froideur, hein. Ils ne se rendent pas compte de tout ce que je viens de vous dire. Donc pour eux, ils se présentent comme des gens normaux, sympathiques, capables d'avoir des relations. Ils ne se rendent pas compte que leur façon d'être est un vrai frein. Il faut avoir une personne qui vous fait ce retour. Comme je vous disais, moi j'ai eu un chef qui un jour me l'a dit, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Voilà, on a vu 5 freins, les impacts, difficultés à communiquer. En synthèse, les personnalités rigides qui vont aller s'épuiser au travail et qui vont se fatiguer à vouloir tout faire bien pour leur équipe. Bah, ce sont des gens, voilà, qui ont beaucoup d'engagement, ce souci d'être perfectionnistes, non-respect de leurs propres limites et celles des autres non plus d'ailleurs, qui les conduit à la fatigue, à l'épuisement et au burn-out. Et puis des gens qui se coupent de ce qu'ils ressentent, qui ont du mal à communiquer sur eux-mêmes, sur ce qu'ils font et qui ne demandent jamais d'aide, donc qui ont finalement du mal à emmener une équipe autour d'eux vers un projet commun, qui ont du mal à fédérer tout le monde. Voilà en synthèse ce qu'on peut dire sur ces personnalités et j'espère que ça vous a éclairé et que peut-être certains se sont reconnus dans ce portrait, encore une fois, qui n'est pas un portrait à charge, mais qui vous permet de comprendre les choses. Vous allez me dire, maintenant qu'on a vu tout ça, c'est bien beau, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, moi je suis chef d'entreprise, je suis manager, je me suis reconnu là-dedans. Et alors? Alors, première chose, on a vu comment reconnaître les personnalités rigides, comment décoder les mécanismes qui sont derrière et comprendre l'impact que je viens de résumer sur votre mode de management et sur vous-même. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? S'il y en a qui ont des idées, n'hésitez pas à partager-les dans le chat. Dites-moi, tiens, on pourrait faire ci ou ça peut être intéressant de vous entendre sur le sujet. N'hésitez pas à interagir. Sinon, moi, je vais vous amener quelques réponses. La première, c'est ce que peut-être certains ont fait ce soir, c'est prendre conscience de votre schéma de fonctionnement. Et oui, peut-être que vous venez de réaliser que c'est comme ça que vous réagissez. Et les questions qu'il faut se poser à la suite de ça, c'est d'où ça me vient, qu'est-ce que j'ai pu vivre,
Sébastien qui nous dit partir à l'heure du travail. Eh oui, mais Sébastien, es-tu capable de partir à l'heure du travail si tu n'as pas fini ton travail? Dis-nous, es-tu capable, Sébastien, de partir à l'heure si tu n'as pas tout fini? Je ne pense pas. Donc, ce serait oui aujourd'hui. Ah, c'est parce que tu avais un webinaire, tu voulais assister à un webinaire, c'est pour ça, Sébastien. Donc, il faut comprendre un petit peu, aller au-delà. C'est un début. Sébastien a raison. Ce serait finalement un signe. Ce serait un indicateur comme quoi vous avez réussi. Et pour arriver à le faire, il va falloir passer par-dessus certains obstacles et certaines barrières. Donc, essayez de comprendre pourquoi vous avez ce comportement et pourquoi il vous pousse encore aujourd'hui, hein. Vous avez des gens. J'ai accompagné une personne qui a une cinquantaine d'années, qui était éduqué d'une certaine façon. Alors lui, il a tout. Il avait 5 blessures. J'ai détecté à peu près tout dans sa personnalité, mais donc il a entre autres l'injustice et il a cette volonté de bien faire. En particulier parce que son ex-conjointe a eu pendant 10 ans la joyeuse idée de lui seriner en permanence qu'il n'était pas bon, qu'il était nul, qu'il n'était pas capable, qu'il n'arriverait pas à faire ci ou faire ça. Et elle lui a tellement répété qu'il le croyait. Et puis, on a discuté il n'y a pas très longtemps et il m'avait dit qu'il avait un projet de refaire la cuisine dans la maison qu'il partage aujourd'hui avec sa nouvelle compagne. Et il m'explique qu'il n'a pas commencé le chantier parce qu'il veut tout préparer à la perfection, il fait des plans, etc. etc. C'est une personne qui a à l'origine un bac pro en électrotechnique. Donc, vous voyez, il a des compétences d'électricien de base, entre autres qualités. Et je lui dis, mais l'électricité, c'est si compliqué que ça, t'es pas capable de faire? Mais si, si, je suis capable de faire. Bon. Et le carrelage, tu l'as déjà posé? Oui, bien sûr, j'en ai déjà posé. J'ai déjà refait une maison, je sais poser. Ah oui, toi. Et la peinture, tu sais pas faire la peinture? Si, si, je sais faire la peinture. Ah bon. La menuiserie, ah ben, il travaillait dans la menuiserie pour les aménagements de véhicules industriels, donc il avait des grandes qualités, il savait comment faire des plans, comment. Je lui dis, mais finalement, tu as toutes les qualités pour faire ta cuisine. Pourquoi tu doutes que tu feras pas un bon travail? Et finalement, il s'est rendu compte que il voulait faire une cuisine parfaite pour sa nouvelle compagne. Parfaite pourquoi? Pour se prouver à lui-même qu'il était capable de faire un bon boulot, puisqu'il avait, ça faisait la suite à 10 ans de vie dans laquelle on lui disait qu'il ne faisait pas du bon boulot. Ce qui était faux, il l'avait cru. Et il a réalisé que, en fait, en voulant être parfait sur ce chantier de cuisine, il n'était pas en train de se faire plaisir à lui-même, il n'était pas en train de faire plaisir à sa nouvelle compagne, il n'était pas en train de faire tout simplement du bricolage qu'il aime faire, il était juste en train, une fois de plus, de répondre à une injonction qui lui venait de 10 ans dans le passé, de vie avec son ex-femme. Ce message qu'il recevait de son ex-femme lui faisait écho ou faisait doublon avec ce qu'il avait entendu aussi dans son enfance. Et finalement, il venait de réaliser qu'à 50 ans, il était toujours drivé par ce qu'il avait vécu dans le passé et qu'il n'était pas en train de vivre l'instant, l'instant et le plaisir de tout simplement faire une belle cuisine pour sa compagne. Non, il voulait faire un projet parfait pour prouver que voilà. Et c'est énorme de réaliser que quelquefois, on se comporte aujourd'hui, même quand on a 50 ans ou 60 ans, comme on a été éduqué, enfant ou ado, ou pendant notre jeune vie d'adulte. Et c'est toujours une grande claque quand on réalise ça, mais c'est un énorme pas en avant parce que là, on se dit, bah non, j'ai envie de changer, j'ai pas envie de réagir comme j'ai réagi depuis toujours. Donc, si vous êtes en train de réaliser des choses, tant mieux. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Comprendre et relisez, réécoutez, vous pourrez réécouter, relisez vos notes, réécoutez le replay, relisez les slides quand vous les aurez pour bien comprendre l'impact sur votre management et vous dire est-ce qu'effectivement dans ce que je fais tous les jours au travail, est-ce que j'ai pas un peu de ça? Est-ce que de temps en temps, face à mes collaborateurs, je suis pas dans ces schémas-là où je veux tout faire tout seul, tout bien, toujours exiger plus, jamais m'arrêter et pousser toujours l'équipe et jamais fêter les bons moments et jamais célébrer les petites victoires? Vous allez pouvoir vous poser la question, quel impact ça a sur mon équipe? Comment je me comporte? Ma façon de communiquer, est-ce qu'elle va vraiment créer de l'engouement, de la motivation et de l'enthousiasme autour de moi? Posez-vous cette question. Je ne juge pas. Je vous invite à vous juger vous-même. Ce que je vous invite à faire, c'est un petit travail sur vous aussi. C'est un chemin pour arriver à vous débarrasser de tout ça, de ces peurs, de ces croyances, de vos craintes que vous portez depuis toujours et de vous reconnecter à vous-même. Super important, vous reconnecter à ce que vous ressentez dans votre corps. D'abord, les douleurs du dos, des cervicales,
Est-ce que ça vous arrive pas régulièrement de finir des grosses journées de boulot, vous étiez penché sur votre ordinateur, où vous étiez tendu sur un dossier et on vous dit que c'est votre posture qui est pas bonne? Oui, votre posture est pas bonne, mais c'est peut-être tout simplement la tension que vous avez mis pour finir absolument ce dossier dans les temps, d'aller vite, avec les muscles tendus, qui à un moment donné vous fait créer cette douleur. Bien sûr que oui, et si vous allez vous reconnecter un petit peu à ce que vous ressentez, vous allez dire: «Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Est-ce que je veux me faire souffrir dans mon corps tous les jours pour le boulot? Ou est-ce que j'ai pas envie de prendre les choses autrement?» Et ça marche aussi pour les maux de tête, ça marche aussi pour les ressentis, les émotions. Est-ce que de temps en temps, vous n'avez pas envie de ressentir des petites émotions, une petite larme ou de la joie ou du rire pour les choses qui se passent autour de vous? Parce que quand on est crevé au boulot, épuisé, fatigué au boulot, on est pareil à la maison, hein. C'est pas parce qu'on a claqué la porte du bureau qu'on a oublié toute la fatigue, toutes les douleurs et qu'on a retrouvé l'énergie. Bah non, on est pareil à la maison. On se comporte avec son conjoint, sa conjointe, ses enfants, bah, comme on s'est comporté avec ses collaborateurs toute la journée. On est fermé, on est triste, on a du mal à s'enthousiasmer, on a du mal à profiter. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Je vous pose la question. Ensuite, il va falloir, pour mieux vivre, c'est un parcours que j'ai fait moi, je vous le partage, arriver à se détendre, arriver à être compatissant avec soi-même. Ça veut dire, se pardonner de pas être parfait, de pas avoir tout fait, de se dire: «Bah, ce qui est pas fait aujourd'hui, bah, je vais le remettre à demain» et finalement, pour qui c'était important? Vous imaginez, vous construisez un monde de perception dans lequel vous imaginez que c'est important pour tout le monde parce que vous êtes persuadé que c'est super important l'image que vous renvoyez. Mais en fait, les exigences que vous vous imposez à vous-même, il y a que vous-même qui vous les donnez. Et finalement, c'est pas votre équipe, c'est pas votre patron, c'est pas votre banquier qui attend autant de choses que ça. Même votre client. Votre client, il veut toujours la meilleure prestation, et cetera. Mais est-ce qu'il veut autant de détails? Est-ce qu'il veut autant de perfection? Et s'il a reçu un document pas complètement rempli ou un peu plus tard, est-ce que finalement, posez-vous la question, pour qui je fais tout ça? Qui attend de moi autant de perfection? Qui attend autant de moi tant de travail? Et quand vous aurez la réponse, vous allez pouvoir vous dire: «Bah, finalement, à part moi, personne d'autre. Donc finalement, je peux peut-être remettre ça plus tard, voire ne pas le faire du tout, voire laisser les autres le faire et puis, tout ira bien et tout sera OK». Ça, c'est un énorme pas, c'est un lâcher prise énorme que d'arriver à faire ça. Ça se fait pas tout seul, mais on y arrive. Et puis dernière chose, apprendre à déléguer. Souvent le perfectionniste ne délègue pas parce qu'il a peur que ce soit pas aussi bien fait s'il le donne à une autre personne. Et il sait que lui, en plus, il va aller vite. Parce que c'est un bourreau de travail, surentraîné. Donc il sait que s'il le donne à une autre personne, ça ira moins vite. Donc finalement, il va pas le faire. Il va le garder pour lui. Mais finalement, votre équipe, au travers de tout ça, est-ce qu'elle est très engagée autour de vous? Est-ce qu'elle partage cette charge de travail avec vous? Pas forcément. Et oser faire appel à votre équipe, l'engager davantage, c'est une bonne chose. Souvent, on a le réflexe de se dire: «Oui, mais ils ont déjà bien assez de boulot» et on a un réflexe protecteur vis-à-vis de notre équipe, de ne pas les surengager, de ne pas les surcharger et les surstresser. En fait, vous allez être surpris de voir 2 choses. La première, c'est que, je ne vais pas dire que les gens s'occupent, mais les gens sont payés pour 8 heures par jour de travail, 35 heures par semaine. Ils vont pas faire semblant de travailler, c'est pas ce que je dis. Mais néanmoins, ils vont bien faire leur boulot. Ils vont pas se mettre à un moment donné à dire: «Bah, voilà, j'ai fini, il est 15 heures, j'ai fini, puis j'ai 1 heure devant moi, je vais rien faire». Parce que les gens veulent garder leur place. Les gens, tiennent à garder une bonne image d'eux aussi. Ils vont vouloir renvoyer l'image qu'ils sont occupés, débordés, et cetera, et cetera. Et finalement, on a toujours un peu de marge de progression. On va se rendre compte que certains peuvent encaisser plus de boulot, sans pour autant devoir faire des heures sup. Et puis, si vous mettez un peu de charge sur votre équipe, ça va aussi, permettre de faire ressortir, naturellement, finalement des choses qui sont moins utiles. Peut-être qu'eux, ils font comme vous, hein. D'ailleurs, c'est certains qui font comme vous parce qu'on travaille tous à l'image de notre patron. Et donc, ils vont vous voir être perfectionnistes, ils vont le faire pareil, mais finalement, de leur mettre un peu de surcharge de travail, ça va peut-être les amener à se dire: «Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas des tâches inutiles, des tâches à peu de valeur ajoutée qu'on va faire moins souvent, voire ne plus faire du tout?» Ils vont peut-être aussi se mettre en mode actif pour vous proposer des solutions d'amélioration, pour se dire: «Bah, là où on passait 2 heures, si on fait autrement, on y passera moins de temps». Donc vous allez voir que oser demander, à votre équipe de prendre plus de boulot, ça peut faire sortir plein de bonnes idées, des idées de progrès et ça va pas forcément les crever davantage et ça aura une autre vertu, ce sera peut-être de les amener à faire des tâches, qu'ils ne faisaient pas jusque-là parce que vous étiez persuadés de les garder pour vous, vous étiez persuadés que c'était la meilleure chose à faire
et que vous allez rendre compte qu'ils vont prendre goût à en prendre davantage. Donc, il faut oser demander de l'aide. Ça va aussi les réimpliquer pour venir vers vous et vous amener leur énergie et non pas l'inverse. Alors, j'en profite pour vous dire que déléguer, c'est une tâche, c'est un mot qu'on entend tout le temps dans le monde du management. C'est pas pour autant facile à faire quand on ne nous a pas expliqué quelles étaient les bonnes façons de le faire, quels étaient les freins, les obstacles naturels à la délégation. On a un atelier là-dessus. Ce n'est pas l'objet de le webinaire de ce soir, mais je vous en parle puisque ça approche. Le 18 mars, pour ceux qui sont en Normandie, allez faire un petit tour sur notre site internet pour pouvoir réserver une place, une demi-journée, le 18 mars, le matin à Honfleur, un atelier de formation sur le thème de la délégation, justement, qu'on va animer en duo avec mon épouse. Je referme la parenthèse. Ce n'est pas l'objet de notre discussion de ce soir. Ce soir, nous sommes sur le webinaire. Si vous avez l'impression de vous épuiser, et peut-être que vous aurez trouvé ce soir des pistes pour changer les choses. Je vais vous citer, vous voyez à l'écran, la citation de Tony Robbins. Si aujourd'hui vous n'avez pas la vie que vous désirez, c'est qu'il y a une peur qui vous empêche de passer à l'action. Voilà, il faut trouver laquelle et il faut trouver le courage d'aller au-delà de cette peur. On est là pour ça. Alors, est-ce que en tant que manager, en tant que chef d'entreprise, futur manager, ex-manager, peu importe, vous avez pu mesurer, avoir l'occasion de mesurer combien vous coûte la fatigue récurrente, combien elle vous coûte sur votre temps à vous, sur votre énergie, sur vos relations amicales, sur vos relations de couple, sur vos relations avec vos enfants, sur les relations avec vos collaborateurs, parce que qui dit fatigue, irritabilité, dit des relations pas très cordiales en général, ou en tout cas qui manquent de chaleur et qui ne sont pas forcément bien vécues de l'autre côté. Est-ce que vous avez pu mesurer tout le poids des responsabilités qui sont sur vos seules épaules quand vous vous refusez à vous faire aider et aller impliquer votre équipe autour de vous? Est-ce que vous avez pu mesurer combien vous coûte votre exigence de perfectionniste? J'espère que vous avez pu le mesurer et vous dire, est-ce que c'est vraiment ça dont j'ai envie? Moi, je vous propose autre chose. Est-ce que vous avez envie de retrouver un peu de temps pour vous, travailler moins, avoir du temps pour vous, pour prendre du recul en tant que patron, en tant que manager? Parce que quand on est la tête dans le guidon, à battre du boulot, traiter des dossiers, faire des devis, faire des plans, faire du chantier, faire des audits, faire des comptes rendus, faire des mails, en tout cas, ben, on ne se positionne pas en tant que chef d'entreprise visionnaire pour essayer de développer le business et voir un petit peu plus large, un petit peu plus loin, et d'être à l'écoute de son équipe et d'avoir du temps pour animer les relations entre les membres de l'équipe. C'est ça le job, hein, c'est pas d'abattre du boulot quand on est chef d'équipe et manager. Donc, est-ce que vous voudriez avoir du temps pour prendre ce recul? Peut-être même aussi, soyons fous, vous accorder des loisirs, pouvoir retourner aller courir, aller faire du tennis, aller nager, soit le soir, soit sur l'heure du déjeuner. C'est pas mal aussi de pouvoir s'oxygéner. C'est pas une perte de temps de prendre 2 heures pour soi, hein. C'est gagner en efficacité sur l'ensemble du reste du temps de travail. Donc, c'est un bon investissement en général. Et les 2 heures qu'on passe à ça, ou l'heure qu'on passe à ça, on la récupère au moins sur l'ensemble du temps de travail, voire on la récupère 2 ou 3 fois. Est-ce que vous voudriez avoir du temps à accorder à vos proches, vos enfants, votre conjoint? Est-ce que vous les voyez vraiment? Est-ce qu'à force de travailler et de rentrer tard tous les jours, vous profitez vraiment de la vie avec eux? Est-ce que vous avez l'impression de passer à côté de la vie de vos enfants? Peut-être. Posez-vous ces questions-là. De quoi vous avez envie? Et du coup, ma proposition pour vous ce soir, si vous êtes reconnu là-dedans, je vois que Camille nous a partagé. Mon objectif de l'année, prendre du temps pour moi, c'est en cours. Très bien, Camille. Super. C'est une prise de recul, une bonne prise de décision. Ma proposition ce soir, pour que vous puissiez avancer, 30 minutes d'entretien. Je vous offre 30 minutes d'entretien. Je vais mettre dans le commentaire. Alors, ça me demande une petite manœuvre. Comme je suis tout seul, ça va me prendre juste quelques secondes. Ne soyez pas surpris. Voilà, je vous mets dans le commentaire un lien pour pouvoir vous inscrire sur mon agenda et réserver un créneau d'entretien. Certains autour de nous ce soir, autour de cette table virtuelle, en ont déjà saisi cette occasion de justement, pourquoi un entretien?
Bah, on va pouvoir faire le point sur votre situation. Qu'est-ce qui vous drive aujourd'hui? J'aime bien ce mot-là. Qu'est-ce qui vous drive? Qu'est-ce qui conduit votre vie? C'est votre personnalité que vous endossez chaque fois que vous remettez votre costume de chef d'entreprise, de cette personnalité rigide qui va vous amener à être dans une espèce de combat permanent contre le temps, à vouloir tout faire. Est-ce que c'est ça qui drive votre vie? Est-ce que c'est ce que vous a dit votre père ou votre mère quand vous aviez 5 ans, qui continue à vous faire prendre vos décisions? Est-ce que c'est vraiment ça aujourd'hui qui drive votre vie? Qu'est-ce qui consomme votre énergie? À quoi vous la dissipez votre énergie, cette énergie, ce temps si précieux? À quoi vous le passez? Est-ce que vous le passez à l'essentiel, à ce qui est le plus important pour vous, ou sur ce qui est important pour les autres? Bonne question. Essayez de 30 minutes à faire. Sébastien Lundi, vous ferez votre choix ensuite. Merci de ce commentaire. Face à quoi êtes-vous mal à l'aise quand finalement je vous dis, et si vous lâchiez un peu la grappe, si vous refusiez pour une fois de tout faire et d'être parfait dans l'image que vous allez rendre, est-ce que vous êtes à l'aise avec cette idée-là? Et en fait, avec quoi êtes-vous mal à l'aise? Qu'est-ce qui vous met mal à l'aise dans le regard des autres qui vous fait endosser ce costume? Ça, on peut essayer de mettre le doigt dessus, de comprendre. Quel manager vous voudriez être? Sur quoi vous voulez avancer? Ça, c'est des questions qu'on peut se poser et réfléchir ensemble pendant les 30 minutes. C'est quoi votre manager idéal, celui dont vous avez toujours rêvé, que vous n'avez pas eu vous-même? Est-ce que vous n'auriez pas l'envie de le devenir pourtant, ce manager idéal, et de changer votre façon de faire? Sur quoi vous voulez progresser dans votre posture? Ça, on peut s'en parler. Alors, est-ce que vous êtes de ceux qui vont rester coincés toute leur vie au même stade, à se plaindre de ce qui leur arrive? C'est dur la vie, c'est dur le monde, c'est ça. Et les rigides vont être dans ce mode-là, non pas défaitistes, mais prêts à tout endurer. Prêts à tout endurer. Et c'est comme ça qu'ils ne vont jamais s'accorder le temps de se dire, est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Je vous offre l'opportunité de réfléchir ensemble avec moi. Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez? Ou est-ce que vous êtes de ceux qui veulent avancer? Alors, vous avez le lien, il suffit de cliquer dessus. Il y a pas mal de créneaux qui vous sont offerts sur un timing assez limité. Ma proposition, est-ce que vous avez envie de vous affranchir de vos schémas habituels, ceux dont on a parlé depuis tout à l'heure? Est-ce que vous avez envie de retrouver du soutien autour de vous et de votre équipe, et de l'envie et de l'enthousiasme? En un mot, est-ce que vous voulez devenir un manager inspirant? Si c'est ça, cliquez maintenant. N'hésitez pas, le lien est actif dans le chat encore jusqu'à la fin de ce webinaire. Pour vous laisser le temps de réfléchir, ne réfléchissez pas trop longtemps, et de cliquer, surtout de prendre votre réservation, je vais me permettre de vous passer 2 petits témoignages vidéo que certains de mes clients ont bien voulu filmer avec moi. Je les remercie. Alors, Alors, je suis avec Bruno, qui a pris un coaching avec moi, que j'ai accompagné pendant 5 mois. Bruno, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a amené à te lancer dans cette démarche? Qu'est-ce que tu voulais trouver au travers de ce coaching? Ouais, déjà, pourquoi je me suis lancé dedans en tant qu'une entreprise qui se développe? Au bout d'un moment, on ne peut pas être géré à tous les postes à la fois. Il faut prendre un petit peu de recul et comment dire, y arriver à maîtriser toutes les parties d'une entreprise, chose qu'on ne peut pas faire quand on est la tête dans le guidon. Donc, tout ça, il y a des moyens que obligatoirement on n'a pas au départ et qu'il faut apprendre. Et même peu importe l'âge et l'ancienneté qu'on a dans une entreprise, on a toujours besoin d'être formé et d'être guidé par des professionnels. Bien. Et alors, qu'est-ce que tu as trouvé dans ce coaching? Qu'est-ce que tu en as appris? Qu'est-ce que tu en as retiré? En quoi ça t'a fait évoluer? Alors, j'avais déjà fait du coaching financier. Là, en fin de compte, j'ai trouvé un autre coaching complètement différent il y a toujours un aspect financier parce qu'une entreprise, bon, c'est la finance qui gère tout au départ, Bien sûr. mais il y a la partie humaine qui, malheureusement, est plus laissée de côté parce que si on suit les experts comptables, c'est toujours la finance. Et l'aspect humain vis-à-vis de son personnel, si on veut le rendre plus dynamique, plus agréable à leur poste de travail, il faut passer par un aspect humain. Par l'aspect humain, en effet. Et du coup, finalement, comment tu te sens après ces mois d'accompagnement? Est-ce que tu sens que tu as changé? Est-ce que tu as des regrets? Est-ce que tu le referais? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, ça m'a apporté beaucoup de choses.
Bah, surtout sur l'aspect humain, parce que bon, bah, on est dur comme du caillou, mais on essaye de s'attendrir pour améliorer notre personnel. Et l'aspect, en fin de compte, ce qui est positif, c'est le retour de notre personnel qui s'aperçoit qu'on a changé. Ça, c'est très important. C'est au Oui. moins ce qui prouve qu'on a fait du travail et ça a été positif. Bon, après, le conseiller, bah, évidemment, obligatoirement, parce que j'irais, moi, je suis un ancien militaire, donc je suis dur, donc droit dans une ligne bien rigide, et bah, le fait de m'assouplir, bah, obligatoirement, ne peut être que bénéfique, donc pour tout le monde. Alors, tu nous as dit que tu as le retour de ton personnel qui ont vu que tu as changé. Est-ce qu'il y a que ton personnel qui a vu qu'il a changé ou... Pas spécialement, l'aspect familial aussi qui est important, parce que On t'a dit aussi que tu avais changé voilà, dans ton cercle familial, c'est voilà. ça? C'est quand on arrive au travail, qu'on parle travail, qu'on arrive à la maison, qu'on parle travail, qu'on est en vacances, on parle travail, à un moment, le travail doit être mis de côté. Bon, et ça, c'est une réussite. Et c'est une réussite. Ok, Donc, très bien. donc, Eh bien, c'est que positif. parfait. Un dernier petit mot pour les gens qui nous regardent. Bah, essayez, vous verrez, vous serez sérieusement étonné du résultat positif de cette expérience. Parfait. Merci Bruno pour ton témoignage. De rien. Alors ça, c'était le premier témoignage. Je vais partager un second témoignage. Et celui-ci, c'est celui de Sébastien qui est avec nous autour de la table. Merci Sébastien. Sébastien s'est lancé dans un coaching avec moi et je vais lui poser la question en direct. Sébastien, qu'est-ce qui t'a amené à te lancer dans cette aventure? Alors moi, je suis parti, j'ai décidé de faire le choix de me faire coacher, parce que je me rends compte que j'ai pas mal de problématiques, que j'ai du mal à prendre du recul par rapport à tout ce qui se passe dans ma vie. Et j'ai besoin d'avoir un avis, un conseil, un retour de ce que je fais, et pour pouvoir me permettre de prendre du recul, et aussi de peut-être avoir un retour et de trouver des choses qui sont en moi que je n'ai pas conscience. Ok. Alors comment tu te sens après ces premières séances? Qu'est-ce que ça t'a amené? Est-ce que ça t'a fait évoluer? Qu'est-ce que tu nous dirais? Alors là, aujourd'hui, effectivement, avec les 2 premiers rendez-vous qu'on a fait, effectivement, ça m'a donné des clés, des choses qui étaient en moi, qui se sont révélées et qui aujourd'hui m'aident à me surpasser. Alors donne-nous un exemple concret de choses que tu avais du mal à faire avant. Moi, je suis commercial, donc j'avais beaucoup de difficultés à faire de la prospection. Et j'avais un peu lâché la prospection, j'avais beaucoup de mal à m'y remettre. Et la première chose en fait que Nicolas m'a apporté, c'était de me donner des mots-clés et de ne pas être dans le jugement de ce que j'allais faire, ni dans le jugement des réponses que j'allais avoir. Donc ça a déjà été un premier pas. J'ai recommencé gentiment ma prospection. Et à la suite, à la deuxième séance, en fait, on a mis en place une phrase qui vient d'une de mes collègues avec qui où j'avais fait de la prospection, où j'avais pris du plaisir. Et en fait, cette phrase-là est révélatrice. C'est à moi de me prendre en main. Je sais que j'ai les clés, je sais que je peux réussir, je suis capable de le faire, je l'ai déjà fait. Alors pourquoi je ne le réussirais pas de nouveau aujourd'hui? Donc finalement, tu as trouvé dans ton vécu, dans ce que tu as déjà fait, finalement, la ressource, la clé, le déclencheur qui te permet de te mettre en action et d'avoir des résultats concrets. Donc aujourd'hui, tu as recommencé à prospecter. Aujourd'hui, j'ai recommencé à prospecter. Je me suis fixé une vingtaine d'appels de prospection par semaine. Aujourd'hui, il faut que je le conforte parce que là, j'ai atteint mon objectif cette semaine. Mon but, c'est de le conforter, de me sentir à l'aise avec ça, pour après de pouvoir doubler cet objectif. Et je me challenge moi-même. Parce qu'après, si je veux avoir de la réussite, dans le métier de commercial, il faut prospecter, il faut appeler les gens. Bien sûr. Il faut aller les découvrir. Donc, voilà, il faut prendre le téléphone et le faire dans de bonnes conditions, être positif. Si on fait ce métier-là, il faut aimer aussi les gens, quoi. Donc, il faut avoir envie de partager et d'échanger. Bien, est-ce que ce qu'on traite sous un angle, on va dire, ou un abord professionnel, a eu un impact aussi dans ta vie personnelle? Qu'est-ce que ça change sur toi-même? Je pense qu'aussi,
avant, je me pardonnerais pas, qu'aujourd'hui, je me pardonne plus facilement de peut-être pas avoir fait des choses, même si je sais que je les ai pas faites à 100%. Mais c'est un moyen aussi de me rechallenger de nouveau, de me dire, tu l'as fait, tu peux faire mieux. Bon, ok, t'as lâché un peu là, mais justement la semaine d'après, sois de nouveau plus fort, maintiens-toi, renforce-toi, ne te laisse pas aller, quoi. Finalement, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui peuvent nous regarder, qui hésitent, qui se posent des questions? Qu'est-ce que tu leur dirais, toi, sur le coaching? Moi, je dirais que sur le coaching, déjà, il faut trouver le bon coach. Mhm. Moi, quand j'ai vu ton webinaire, c'est ce que je dis à chaque fois, il m'a fait un effet apaisant. Ah, c'est un truc de ouf. Et je me suis dit, oui, ben, il y a le premier rendez-vous. Je dis, ben, je vais tenter le premier rendez-vous. Et j'ai toujours tendance à pas sauter le pas. Mhm. Et là, je me suis dit, ben, voilà, c'est quelqu'un qui semble te correspondre. Tente l'expérience, t'as rien à perdre. Et alors, finalement? Mais je pense que d'avoir un coach, c'est important. Ça permet de prendre vraiment du recul. C'est important, ça. Parce qu'on n'a pas toujours, des fois on a la tête dans le guidon, et quand on a la tête dans le guidon, on voit pas ce qui se passe autour, et on prend pas de recul, et on passe à côté de plein de choses. Parfait. Bah, écoute, merci Sébastien pour ton témoignage. Je t'en prie. Alors, nous voilà de retour. Vous avez vu ces témoignages. Alors juste donc Sébastien, il est avec nous ce soir. Merci d'avoir fait ce témoignage. Il faut savoir que Sébastien, on a commencé à travailler ensemble uniquement à distance. Sébastien, il a mis dans les commentaires tout à l'heure dans la Sarthe. Moi, je suis en Normandie, dans l'Eure. Et on a commencé à travailler uniquement à distance. D'ailleurs, c'est pas la seule personne que j'accompagne uniquement à distance. Voilà. Et on s'est retrouvés après 3 séances. On avait organisé un séminaire chez nous avec mon épouse sur un thème un peu particulier auquel finalement Sébastien avait envie de participer. Il trouvait que ça faisait aussi écho, que ça complétait. Et finalement, on a eu l'occasion, bah voilà, de se voir en vrai et de tourner cette vidéo à la fin du séminaire. Il est resté quelques minutes pour qu'on puisse tourner cette vidéo comme ça. C'était pas préparé. On s'est dit, on y va à chaud comme ça. Voilà, mais sachez que voilà, c'était original de se voir pour la première fois après trois séances. Voilà, il y a d'autres personnes avec qui je travaille à distance que j'ai pas vues en vrai, mais ça me ferait plaisir de les voir aussi. Alors, voilà, j'espère que vous avez réfléchi un petit peu pendant cette vidéo. Dites-moi si vous avez des questions sur ce qu'on a abordé ce soir. Maïzuna, super, super, bah, bravo pour tes commentaires. Bah, Maïzuna, je l'accompagne aussi. On travaille ensemble sur un certain nombre de sujets. Voilà, et donc bah, ça me ferait plaisir, Maïzuna, qu'à la fin de ce cycle de coaching, on puisse également tourner une petite vidéo de témoignage, si tu es d'accord, ça me fera plaisir. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez revenir sur des points? Vous allez avoir bien sûr le replay, vous pourrez regarder ça à nouveau, vous allez avoir les slides, vous pourrez regarder dans le détail. Il y a peut-être certains sur lesquels je suis passé assez vite. Avec plaisir, Maïzena, j'adore ta réponse. Donc, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tout est clair? Est-ce que tout va bien? Je ne sais pas si certains ont pris des rendez-vous, je ne sais pas si certains ont envie d'en prendre. Il y a 2 personnes qui ont dû nous quitter, je les salue. Il y a Frédéric qui est parti, et puis une autre personne, j'ai pas noté le prénom, mais en tout cas, je vous remercie d'être venu assister à ce webinaire ce soir. J'espère que ça vous a éclairé, que vous avez appris des choses. J'espère que ça vous fait réfléchir, que ça va vous faire avancer. N'hésitez pas à repartager aussi ces webinaires lorsque vous recevez les invitations. On en fait tous les mois sur les thèmes du management. Vous pouvez également me suivre toutes les semaines sur Facebook Live. C'est le mercredi matin à 11 h. C'est un format un peu plus court, 15-20 minutes. On est plus dans l'instant, on est sans slide, on est à chaud, on partage des choses en direct, mais c'est aussi pour partager avec vous des situations que vous vivez, qui vous pèsent, parce que sachez que vous n'êtes pas tout seul dans le monde des chefs d'entreprise, des managers. On vit tous les mêmes difficultés. Il ne faut pas vous imaginer qu'il y a des super héros. C'est pour ça que j'avais utilisé ce terme dans le titre. Certains se pensent des super-héros, mais ils ne font que le penser. On a tous nos faiblesses, nos fragilités. C'est ça qui fait la richesse du monde de l'humain. Et c'est ça qui fait qu'on a besoin de partager. Et on est souvent tout seul. Dans les grands groupes, on a de l'aide, on a des confrères avec qui on peut parler. Quand on est dans des structures plus petites, on se sent tout seul et parfois on se dit bah je suis nul, j'arrive pas à faire ça, tous les autres y arrivent.
dites-vous bien que tous les autres autour de vous, les chefs d'entreprise, managers, veulent aussi renvoyer une image toujours clean, toujours une image de winner, et que personne va aller sur les réseaux ou personne va aller dans des réunions entre chefs d'entreprise pour dire moi ça va pas, moi je me sens nul, moi je sais pas comment faire dans telle situation. Mais sachez que vous n'êtes pas tout seul. Vous savez, c'est comme dans une classe, lorsqu'il y a un élève qui lève la main et qui dit moi monsieur je n'ai pas compris, c'est généralement un grand soulagement parce que s'il y en a un qui n'a pas compris, il y en a 15 qui n'ont pas compris et ils sont tous contents finalement de pouvoir partager la solution. Donc, n'hésitez pas à me suivre. Je vous remercie d'être resté aussi longtemps. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Camille, merci pour ce commentaire. Et on se voit mercredi. Camille, effectivement, on se voit en entretien après-demain. Pour les autres, je vous remercie d'avoir insisté. Je vous dis à très bientôt et suivez-moi, ça me fera plaisir. Ciao.